Cette semaine, Amal Khalil, une correspondante de guerre de longue date, a été tuée au Liban lors d'une attaque aérienne menée par les forces israéliennes. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Parce que son nom s'ajoute à une longue liste de journalistes qui sont morts sur le tir des forces israéliennes. Mais en fait, juste dans cette guerre-ci, on a déjà 18 journalistes qui ont été abattus par eux, en même pas 2 mois. À cela, les représentants du gouvernement israélien ont répondu qu'ils ne pouvaient pas prendre toute l'entièreté du blâme, que si les journalistes décident de se rendre sur la ligne de front, qu'ils doivent assumer les risques. Inévitablement, ils vont être pris dans les échanges de tirs ou les explosions. C'est en partie vrai. Être correspondant de guerre, c'est un des métiers les plus dangereux du monde, et pour une raison. La guerre est chaotique dans sa nature. Sauf que, dans le cas des forces israéliennes, c'est pas juste par accident ou par grave manque de précaution. Non. Parfois, c'est fait de manière très volontaire. Comme on s'apprête à le voir dans ce clip-là. Aux âmes sensibles, vous abstenir. Later al-Shab, further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. La personne que vous venez de voir, c'est Steve Sweeney, un correspondant de guerre britannique qui se trouvait dans un village au sud du Liban pour son reportage, quand soudainement il y a un jet militaire qui a bombardé précisément sa position. Le village en question était complètement abandonné, il n'y avait plus aucune valeur stratégique là-bas, et Steve et son caméraman se tenaient dans une rue résidentielle, non pas sur un pont à détruire ou un bâtiment d'importance quelconque. En fait, la semaine avant, Israël avait déjà fait un raid aérien pour détruire tous les ponts dans la région. Donc, il n'y avait plus aucune raison d'y retourner, il n'y avait plus rien à bombarder. À part peut-être un journaliste qui était là pour rapporter la situation. Évidemment, on ne pourra pas le confirmer, mais si on fait juste le processus d'élimination, il ne reste plus beaucoup de raisons pourquoi un jet militaire serait retourné sur ce secteur-là et aurait envoyé un missile précisément à sa position. Un autre exemple, c'est Shirin Abu Akleh, une correspondante qui a été abattue par un sniper israélien. Et les snipers ont un protocole très strict à suivre. Ils doivent identifier leur cible et recevoir l'autorisation de leur supérieur avant d'ouvrir le feu. Donc, on peut dire que c'est pas juste des accidents. Certains sont très volontaires. On appelle ça des assassinats. Je voulais continuer à adresser les justifications émises par le gouvernement israélien parce que je crois que c'est important de montrer les deux côtés du débat. Donc, continuons. Argument numéro 1. C'est un double standard de blâmer spécifiquement Israël alors qu'il y a des journalistes qui meurent dans chaque guerre à travers le monde. C'est en partie vrai. Sauf que si on regarde les chiffres, en 2025, il y a eu 129 journalistes qui sont morts à travers le monde. 86 d'entre eux ont été tués par les forces israéliennes. Donc là, on parle du 2/3 des journalistes de morts dans le monde. C'est un ratio complètement débalancé. Je continue. Argument numéro 2. Plusieurs de ces journalistes n'étaient pas de vrais journalistes. Certains étaient des agents de Hamas qui utilisaient les habits de presse comme couverture pour s'infiltrer. Encore une fois, c'est partiellement vrai. C'est effectivement une tactique qui a été utilisée par les agents de Hamas. Mais allons plus loin dans leur point. Ils ont affirmé que parmi les 266 journalistes qui ont été tués à Gaza, ils ont affirmé que 157 étaient affiliés au groupe terroriste. Et c'est là que leur chiffre arrête de faire du sens, parce que j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai vu aucune preuve tangible là-dessus. Même si je regarde la page des IDF, qui est essentiellement le site de l'armée israélienne, eux-mêmes affirment qu'il y a seulement 6 faux journalistes qui ont été démasqués et identifiés. Les 150 autres, c'était des journalistes qui travaillaient pour Al Jazeera. C'est une chaîne de nouvelles pro-Hamas. Mais travailler pour une chaîne de nouvelles qui est partisan pour un parti politique, c'est pas la même chose que d'être un agent pour ce groupe terroriste. C'est deux choses séparées. Il existe beaucoup de chaînes de nouvelles partisanes à travers le monde. Par exemple, Fox News, une chaîne de nouvelles qui est partisan pour le Parti républicain. Est-ce que s'ils envoyaient leurs journalistes en Iran, ils seraient tués à cause de ça? D'ailleurs, maintenant qu'on est sur le sujet, pourquoi est-ce qu'il y a autant de barrières qui empêchent les journalistes à l'étranger d'aller en Israël?
Présentement, leurs gouvernements ont un contrôle ultra strict sur les journalistes à l'étranger. Il y a un ban complet sur les médias indépendants. Et en plus de ça, ils ont une loi qui leur permet à tout moment d'interrompre une diffusion à l'étranger. D'ailleurs, il y a plusieurs journalistes qui ont affirmé que pour eux, c'était plus facile de se rendre en Russie pour aller couvrir la guerre en Ukraine que de couvrir la guerre au Liban. Donc, pourquoi? Il y a clairement un effort concret du gouvernement israélien pour, d'une part, empêcher les médias à l'extérieur de venir, puis de l'autre part, d'assassiner ceux qui sont déjà sur place. Et encore une fois, on peut se demander pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils mettent autant d'efforts là-dessus? Je veux dire, je peux comprendre, il y a certaines facettes de la guerre qui sont plus flatteuses à montrer à l'écran, mais ça, c'est vrai pour toutes les guerres. Donc, qu'est-ce qui fait que cette guerre-là en particulier doit être voilée? La réponse se trouve dans le lobbyisme. Les Israéliens ont mis énormément de ressources afin d'avoir l'influence sur le gouvernement américain. On fait juste regarder les élections en 2024. Il y a eu à peu près 200 millions de dollars qui ont été investis pour acheter la loyauté des élus, en plus des 100 millions de dollars que Trump a reçus pour sa campagne. Et je veux dire, ça a marché. Presque l'entièreté de l'équipement militaire d'Israël est financé par les États-Unis. Et à chaque fois qu'Israël a attaqué l'Iran, les États-Unis se sont immédiatement mis de leur côté. Donc, je vais leur donner ça. C'est le lobbyisme le plus efficace que j'ai eu de mon vivant. Ils ont un énorme contrôle sur le plus puissant pays du monde. C'est impressionnant, pareil. Mais il y a une faille. Ce lobbyisme-là repose uniquement sur la vision que le peuple américain a d'eux. Il faut que le peuple américain les voie comme les protagonistes de l'histoire, les gentils, les porteurs de démocratie au Moyen-Orient, les défenseurs de valeurs chrétiennes. Sauf que cette narrative-là est difficile à tenir quand des journalistes montrent des troupes israéliennes en train de commettre un génocide, de désacraliser des églises et des statues de Jésus, notre sauveur, et que leur véritable cible, c'est pas Hezbollah, c'est pas Hamas, mais bien la population locale. Ainsi, pour maintenir l'illusion, le gouvernement israélien bloque l'entrée et assassine les journalistes. Et pourquoi ça a de l'importance à mes yeux? Bien, évidemment que je crois au journalisme. L'important, pour moi, c'est d'avoir des personnes qui vont directement sur le terrain pour nous rapporter les faits. C'est beaucoup mieux que d'avoir à la place d'avoir à écouter les déclarations du gouvernement puis leur version des faits. Aussi, je le dis souvent, quand il y a un conflit, j'aime ça avoir la perspective des deux côtés. Là, présentement, un côté est mis sur silence et l'autre côté doit maintenir une propagande. Enfin, on va arrêter là pour aujourd'hui, mais en fait, juste avant que j'arrête, je veux clarifier. Je ne veux pas faire d'accusation ou lancer d'accusation contre le peuple israélien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au travers de la vidéo, j'ai vraiment fait un effort pour constamment dire le gouvernement israélien, l'armée israélienne, et non pas Israël. Parce que je trouve ça injuste quand un peuple doit prendre toute la haine du monde pour les agissements de leur gouvernement. OK, on va arrêter là pour vrai. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit dans le prochain épisode. Je vous le rappelle, si vous éprouvez des symptômes de stress ou de dépression, prenez une pause de l'actualité. Allez vous changer l'esprit. Allez prendre une marche. Sinon, merci de me supporter. Laissez un like, subscribe, tout ça. Prenez soin de vous. Salut tout le monde. Bye.